En attendant la première question dans l'amphithéâtre, j'en livre déjà une première. On vient de parler de formation. Je vais quand même l'adresser plutôt à François-Xavier Keller, qui connaît bien la maison. Est-ce que l'INRS propose une formation sur la prévention des risques associés à la fabrication additive? Question simple. Question simple, oui. Mais... Non, pas directement. Le volet fabrication additive est intégré dans une formation qui concerne les nanotechnologies et les nanomatériaux. Donc, ce n'est pas une formation des opérateurs, c'est une formation plutôt scientifique sur ce qu'est le risque des émissions et des expositions liées à l'utilisation de la fabrication additive. Question simple et réponse très claire et très complète. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la parole, ce n'est pas forcément des questions, ça peut aussi être des compléments, des témoignages, ça va de soi. Alors, existe-t-il une filière pour recycler le fil ABS, PLA? Ouais. Allez, monsieur. Alors, j'étais au centre technique de la plasturgie avant, et en fait, on ne jetait jamais de matière plastique. Parce qu'en fait, quand on utilise des thermoplastiques, on peut les recycler. Et en fabrication additive polymère, notamment en dépôt de fil, les propriétés mécaniques, quand on compare le matériau injecté et le matériau imprimé, enfin la pièce imprimée, on a des propriétés qui sont très très faibles en comparaison. Donc en fait, quand on recycle la matière plastique, même si on perd un peu de propriété, finalement, ça ne change absolument rien. Donc nous, à IPC, là où j'étais avant, on ne jetait jamais de plastique et on rebroyait et on refaisait du filament avec et on réimprimait avec. Donc il n'y a aucune raison de jeter des thermoplastiques qu'on utilise en dépôt de fil. Voilà, je crois que c'est clair. Si quelqu'un d'autre souhaite compléter, évidemment, on peut le faire. Juste pour ajouter. Oui, bien sûr, Monsieur Bernard. Juste pour ajouter peut-être qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sociétés qui se spécialisent sur la collecte justement des déchets plastiques avec une analyse très très poussée des différents plastiques justement pour ne pas réutiliser des plastiques qui iraient polluer un certain nombre de choses, mais ce sont des filières aujourd'hui qui sont extrêmement sérieuses et avec des enjeux économiques en économie circulaire. On fait de l'économie, si j'allais dire, on fait de l'économie circulaire. Tout à fait. Donc il y a des enjeux très lourds et d'ailleurs il y a des sociétés, même des sociétés qui vendent du matériau, qui récupèrent des pièces et qui font exactement le processus que décrit Julien et qui vous renvoient du fil. Donc renseignez-vous, il y a des écosystèmes qui existent aujourd'hui. Et toujours dans mon quart d'heure Guy Bedos, dans les supports de bobines, on peut les faire en carton. Il n'y a pas besoin de plastique. Parce que ça, en fait, dans les bobines de fil plastique, on en a plein et on recycle le fil qu'il y a dessus. Par contre, la bobine est en plastique et on ne la recycle souvent pas. Et on peut les faire en carton maintenant. Voilà. Très pragmatique. Vous ne souhaitez pas les interroger? N'hésitez pas, ils sont là pour vous. Monsieur. Ouais, c'est toujours comme ça. Après, en général. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Désolé, je suis vraiment débutant dans le domaine de la prévention. J'étais technicien aéronautique sur Rafale et on m'a mis dans le bureau de prévention de mon unité. C'est peut-être une question je préviens. Par rapport aux EPI portés, on a vu votre photo, vous avez une combinaison intégrale avec un masque intégral, un filtrage dans le dos. Combien ça coûte en soi un EPI comme ça? Alors, il faut savoir que ça, c'est le mien de masque. Les stagiaires, ils n'ont pas celui-là. D'accord. On peut mettre. Alors, je parlerai avec mes experts à côté, mais on a des masques FFP3. Donc, en fait, le masque seul, sans la ventilation à l'arrière et tout ça, marche aussi. C'est juste que c'est beaucoup moins confortable. Et faisant de la formation, c'est bien de pouvoir parler librement, etc. Oui, bien sûr. Du coup, un masque comme ça, si je ne dis pas de bêtises, ça va valoir un petit millier d'euros, l'ensemble. Et quand on prend les masques un peu plus standards, entre guillemets 3M, etc., c'est 200-300 euros. D'accord, parce qu'en gros, on nous fournit plus des demi-masques 3M avec cartouche ou des masques FFP3, bien sûr. Alors, j'ai eu ça pendant des années, ça marche très bien. D'accord. C'est moins confortable quand on doit parler. Oui, bien sûr, après voilà. La formation nous, les des jeunes. Voilà, on a 2 masques avec visière, etc., pour pouvoir parler et former les gens. Nos stagiaires n'ont pas ça et vont bien. D'accord, je vous remercie. Merci de la précision, c'était important. Merci à vous. Je poursuis sur le chat. Évidemment, on surveille ce qui se passe dans la salle. Quelle est la fonction des gaz inertants? Ça, c'est peut-être plutôt pour... alors, M. Bernard ou Nicolas Albinet, peut-être? Du coup, la fonction des gaz inertants, ça va être principalement d'éviter une combustion dans l'enceinte lors de la fabrication.
Après, on va voir soit alors, de l'azote ou de l'argon. Là, je ne suis pas assez spécialisé pour répondre. Ça va être plus par rapport au taux d'oxydation en fait, de l'alliage. Après, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne suis pas assez Non, spécialiste. mais on n'est pas là pour piéger. Je reste dans mon corps de métier qui est le HSE. Mais je vois vos voisins de gauche et de droite qui opinent du chef, donc ils ont peut-être... Oui, c'est pour éviter effectivement qu'il y ait trop d'oxydation pendant la transformation. Voilà. Et puis également, la circulation de gaz peut permettre également d'extraire des fumées, enfin, etc. C'est-à-dire de faire en sorte d'avoir une zone de travail qui soit la plus propre possible, la plus claire possible, essentiellement quand on est sur des procédés laser, par exemple. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose. Ils ont bien répondu. On parle souvent de contrôle. Merci, merci beaucoup. Le bioéthanol peut-il être aussi utilisé dans des bains à ultrasons pour nettoyage? Le bioéthanol. Collectivement, on joue un joker, là? On a le droit. Un joker par table. On a le c'est ça droit. On a le droit. On n'a pas forcément réponse à tout de suite. C'est pas bien grave. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Voilà, on peut se tourner. Ou peut-être préciser les termes de la question, ou le contexte, l'environnement. Je vois que c'est Monsieur Rebuffo, je vous cite puisque c'est sur le chat. N'hésitez pas à compléter peut-être la question. Est-ce qu'on pourra revenir dans l'avenir? Alors, pourra-t-on dans l'avenir faire recharger nos bobines? Voilà Oui, ça se fait déjà. Recharger les bobines plastiques, ça se fait. Il y a des machines qui peuvent faire de l'extrusion. Vous pouvez acheter ça dans les entreprises ou les faire faire par des sociétés spécialisées pour recharger les bobines, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme j'ai dit, en plus, ça évite de jeter les bobines. Dans la salle, toujours rien. Dans quel secteur, alors je vais poser la question là et puis ensuite monsieur, dans quel secteur sont actuellement mises en œuvre les machines de fabrication additive utilisant des céramiques? Le dentaire et un peu le Et dentaire. encore le dentaire. Ouais, bien. Mais un peu de dentaire. Mais... La joaillerie, beaucoup. Et puis également, il y a des applications techniques dans des objets de filtration, par exemple. Mais oui, Spatial. Bon, enfin voilà, spatial et autres. Voilà, mais Pour l'instant, dentaire beaucoup et puis joaillerie aussi. Hein. D'accord. Monsieur. Donc Éric Sylvain de l'INRS, je voulais savoir en fait en quoi consistait la formation en protection collective dont vous aviez parlé tout à l'heure. On intègre effectivement dans nos formations les aspects prévention et on met l'accent évidemment sur la protection collective. Et tout simplement, dans les exemples, on montre effectivement, si on parle du dépoudrage, qu'on ne le fait pas sur une table, que c'est dans une machine de dépoudrage qui est sous dépression avec des systèmes d'aspiration, etc. Donc on met pas c'était juste, il voulait préciser qu'on ne met pas l'accent que sur le pays, mettez bien votre FFP3 et puis c'est parti. Donc voilà, on intègre là-dedans. Et puis dans les formations soudage, parce que le labo sur la fabrication additive est intégré dans un grand bâtiment de plus de 3000 m² qui fait du soudage, on a un pléthore de protection collective avec tous les systèmes d'aspiration qui vont bien. Donc tout ça, on l'illustre en fait dans le cadre de ces formations-là, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci d'être venu, Anthony. D'autres questions? Le chat est assez calme. Hein. Je vous ai livré toutes les questions jusque-là. Il nous reste 3-4 minutes, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une chose qui m'a frappé en regardant les pièces. Alors, pas seulement aujourd'hui, c'est en préparant évidemment, c'est le design. Monsieur Bernard, vous avez montré de très belles pièces. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que des designers travaillent en lien avec des équipes qui sont dédiées à la fabrication additive? Parce qu'on a vraiment vu de très très belles choses. Oui, je ne sais pas si j'ai le droit aujourd'hui publiquement, tant pis s'il m'en veut, mais de dire que mon fils numéro 2 est designer et il travaille dans une très belle société française qui s'appelle MMB Volume. Oui, bien sûr. Mais je ne le savais pas. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai montré, j'ai un peu insisté sur le trophée qui a été remis à 3D Print. Il se trouve que c'est lui qui l'a conçu, designé justement avec lui-même. D'ailleurs, je vous invite à voir son témoignage pour qu'il explique ce qu'est cette œuvre. Mais il y a beaucoup de designers, oui, qui travaillent avec ça parce que
Ça permet de faire énormément de formes. Après, il faut rendre les formes, ce que disait Julien tout à l'heure, on va dire acceptables pour ceux qui fabriquent. C'est-à-dire qu'on dit, moi-même, j'utilise quelquefois l'expression complexité sur coût zéro. C'est-à-dire que finalement, on peut faire aussi complexe qu'on veut et ça marche aussi bien que si c'est moins complexe. Peut-être dans la fabrication intra-machine, mais en complexifiant, on fait peut-être pas trop attention à ce qui va se passer derrière. Donc je pense que effectivement ce côté learning by doing, mais sur toute la chaîne de pratique, ça peut sensibiliser. C'est un peu comme lorsque vous êtes en bureau d'études et que vous mettez des cotes sur un dessin technique. Ensuite, il faut réaliser ces cotes. Enfin, faut faire la pièce et qualité. C'est un peu la même idée, si vous voulez. Ce qui explique qu'il y a aussi des designers, enfin des concepteurs, je dirais mécaniques, qui ont appris à aménager les formes. Et quand on parle beaucoup d'optimisation topologique, par exemple pour minimiser la quantité de matière utilisée à caractéristiques équivalentes, eh bien, on a aussi aujourd'hui des réflexes qui font que, eh bien, on va bouger, on va modifier un petit peu les formes pour que la plupart des formes soient auto-supportées et qu'on n'ait pas besoin de mettre de support. Alors attention, il y a aussi les aspects thermiques, etc. Enfin, la fabrication additive, là, tout ce que je dis là, c'est vrai surtout pour le métal. Mais il ne faut pas croire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Je reviens juste peut-être un petit clin d'œil. Julien évoquait le fait que l'UIMM donc, a une certification européenne aujourd'hui, enfin internationale. Il faut rappeler qu'il y a une initiative européenne qui s'appelle Skills for Additive Manufacturing. C'est un programme européen Erasmus+, dont l'école centrale est partenaire. Et justement, l'enjeu, c'est de créer un observatoire des compétences et des emplois pour certifier des centres de formation et faire en sorte qu'il y ait une vraie reconnaissance de ces compétences-là par rapport à des besoins d'entreprise. C'est exactement la même chose. C'est le premier centre en France qui a été certifié, c'est pour ça que j'en parle. Et pour revenir sur France Additive aussi, que vous citiez tout à l'heure, il se trouve que France Additive et l'Association française de soudage copilotent le comité ou la commission qui délivre les certifications en France, justement des centres. Alors c'est les AT, je ne sais pas si tu te rappelles de l'acronyme. Les ATB, Authorized Training Bodies. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, tout ça est un système qui se met en place au niveau européen et l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une robustesse forte de l'écosystème, pas seulement les technologies, mais aussi les compétences qui sont autour de ces technologies. C'est fondamental si on veut vraiment que ça continue à croître au niveau maturité industrielle. On parlait de complexité, il y a une question qui se rapproche de cet élément-là. Quel est le degré de complexité pour concevoir une pièce en fabrication additive, les logiciels dédiés, etc. Moi, ce que je peux dire, c'est que si on imprime un cube ou un cylindre du même volume que les magnifiques pièces qu'a montré Alain, ça coûtera le même prix en fabrication additive et ça prendra à peu près le même temps. Donc, quitte à passer du temps et à passer de l'argent, autant que cette pièce soit optimisée. Et optimisée, pas juste compliquée parce que c'est bien d'être compliqué. Donc, il faut apprendre à utiliser les logiciels qui vont bien pour optimiser. Il faut aussi accepter que ce soit un logiciel qui nous dise à quoi doit ressembler la pièce. Parce que dans le savoir-faire des bureaux d'études, des fois, c'est quand même compliqué que ce soit un logiciel qui nous dise à quoi va ressembler la pièce plus tard. Et moi, je l'ai vécu où des gens refusaient d'utiliser ça parce que ce n'est pas eux qui étaient à la manœuvre. Ou en tout cas, pas de bout en bout. Et après, il y a un autre point, c'est la customisation de masse. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont achetés une imprimante 3D. Ils vont dire, tu vas être content, Julien, j'ai une imprimante, tu me diras comment ça marche, et on fera plein de pièces et tout ça. Puis une fois qu'il a imprimé les 3 figurines Marvel qu'il avait envie de faire, il ne savait pas concevoir de pièces, et du coup, il ne savait plus quoi faire de son imprimante. Et du coup, la customisation de masse, tout le monde veut des pièces personnalisées, moi le premier, sauf que être designer et artiste, c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, autant réparer la poignée du frigo, ça je sais le faire. Quand il a s'agi de faire ma bague de mariage, où je me suis dit je vais la faire moi-même, je vais la designer, puis je vais l'imprimer, puis je vais la donner à un joaillier pour qu'il la finisse, je me suis retrouvé devant le PC, et puis je suis allé chez Histoire d'Or et j'ai pris la bague qui traînait. Bon, ça on va le couper. Madame, si vous regardez. Ma femme est là peut-être, elle le sait. Mais voilà, tout ça pour dire que sur la partie conception, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a concevoir en 3D des pièces qui tiennent. Les ingénieurs mécaniques savent le faire très bien, il n'y a aucun problème. Il y a les artistes qui conçoivent des pièces qui sont jolies. Et ça, c'est un métier vraiment à part entière. Et l'impression 3D doit casser ces barrières qu'on peut avoir. Parce que l'artiste, le délire d'artiste doit à un moment être imprimé et il faut que tout le monde discute ensemble. Bien sûr. C'est ça le travail d'équipe. Sur ce point, juste par rapport aux pièces complexes, ce qui se retrouve beaucoup dans l'aéronautique pour changer de la joaillerie, il y a des cumul de fonctions, c'est-à-dire qu'avec certaines pièces, avec la fabrication additive, on cumule des fonctions et on réduit le nombre de pièces et donc la masse complète de l'avion ou de la fusée à construire.
c'est ça aussi un gros travail de design par rapport à ça. Ouais. Monsieur Bernard. Oui, et pour rebondir et continuer la remarque, quand on met plusieurs pièces dans une seule, je vais le dire comme ça, hein, on fait donc un regroupement de fonctions, mais on économise le nombre de pièces, et bien on économise d'autant le nombre d'opérations d'assemblage par la suite. Donc attention, quand on vous parle de coût d'une pièce de fabrication additive, il faut comparer la chaîne de valeur. Hein, voilà. Et donc, il faut voir aussi que quand vous avez toute la flexibilité que vous avez de la fabrication additive, vous pouvez par exemple, dans 2 ans, 3 ans, fabriquer la même pièce, mais qui n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a eu une petite évolution fonctionnelle, et la mettre en place comme pièce de rechange, etc. Donc, il y a plein de possibilités de ce type-là qui sont encore à notre disposition. Et fabriqué en local. Et fabriqué en local, c'est-à-dire qu'on transforme une chaîne logistique physique en chaîne logistique digitale. Je vous livre, messieurs, les 2 dernières questions. Alors, je dis messieurs, il n'y a que des messieurs. C'est un hasard, d'accord? Il y aura beaucoup de filles aussi tout à l'heure, parce que je sais bien que ça va venir à un moment donné, donc je l'assume. Il y aura aussi des jeunes femmes. C'est un hasard, vraiment. Il y a une question dans la salle. Allez-y. Voilà. Et puis Bonjour. je vous livrerai les 2 questions. Ça marche. Oui. Docteur Bouvet, médecin du travail. Moi, j'ai une question pour Monsieur Albinet. Vous parliez de relevé d'exposition mensuel des salariés. Voilà, est-ce qu'il s'agissait des quantités manipulées ou est-ce qu'il s'agissait plus de métrologie atmosphérique? Et vous l'avez aussi évoqué, que vous faisiez régulièrement de la métrologie atmosphérique et plus rarement surfacique. Du coup, si vous pouviez nous dire un mot là-dessus. Et après, j'ai une question pour Monsieur Bernard. Vous avez parlé d'un capteur par Centrale Paris. Est-ce que vous pourrez nous en dire un petit mot? Merci. Alors du coup, concernant l'exposition, ça reste une exposition un peu probabiliste. L'objectif est d'avoir à peu près la quantité et surtout la fréquence auquel l'opérateur va être exposé à une typologie de poudre, pour en fait que la médecine du travail spot quel test il faudra faire, donc plus du test urinaire, plus des tests sanguins, ou voilà. L'objectif, c'est vraiment d'être très probabiliste et de connaître à peu près l'exposition. Après, concernant un petit peu plus ce qui va être les tests aujourd'hui, donc on fait de la dosimétrie sur opérateur, on va faire ça tous les 3 mois. Et après, j'avais laissé un peu une partie sur le risque chimique où on parlait de tout ce qui va être contrôle atmosphérique et surfacique. Donc l'objectif de ces contrôles atmosphériques et surfaciques, donc l'atmosphérique, c'est plus ou moins comme si on faisait un contrôle sur opérateur. C'est une petite pompe qui va prendre l'air pendant 8 heures avec un filtre. Donc l'objectif, ça va être plus de regarder un petit peu si, par exemple, les cascades de dépression qu'on a mis en place dans nos cellules vont bien fonctionner. L'objectif, c'est tout simplement de savoir si la contamination ne retourne pas à l'extérieur de nos zones poudre, donc de bien garder une contamination à l'intérieur de nos locales. Concernant le surfacique, on n'en a pas trop parlé, mais vous vous doutez, à part l'aluminium, sinon les métaux, ça reste une densité assez importante, donc on a une retombée des poudres relativement rapide. Donc on retrouve une accumulation assez importante au niveau du sol. Donc l'objectif, ça va être plus de vérifier si notre process de nettoyage fonctionne bien et qu'on limite un petit peu qu'il y ait vraiment beaucoup de déposition de poudre au sol. Allez, on prend une dernière question dans la salle. Je vous livrerai une question. Oui, encore juste la deuxième partie de la question. Pause. Oui. Très rapidement. C'est vrai. En fait, c'est Centrale Supélec. J'ai peut-être dit Centrale Paris tout à l'heure par lapsus. Mais c'est Centrale Supélec, donc Pascal Moranton à Centrale Supélec, qui a animé toute une dynamique pendant le Covid. Là. Et il se trouve qu'il y a des étudiants qui ont mis au point un capteur dont je n'aurai pas le temps de vous donner tous les détails, mais qui peut effectivement vous intéresser parce que c'est lié vraiment à la surveillance de l'atmosphère autour des machines d'impression 3D. Voilà, mais on pourra en discuter en aparté si vous le voulez. Et donc, c'est, encore une fois, regardez sur Internet, Pascal Moranton, Centrale Supélec. Et si vous voulez les coordonnées, contactez-moi directement, je me ferai un plaisir de vous mettre en contact. Il y aura une pause dans quelques minutes, donc vous pourrez... Non, mais même ceux qui nous suivent à distance, s'ils veulent avoir aussi l'information, il n'y a pas de problème. C'est adorable. Monsieur. Bonjour, je suis apprenti HSE et prévention des risques chimiques chez Renault Group. Ma question se pose, tout à l'heure vous avez tous présenté globalement, à partir d'une conception numérique, on peut fabriquer plusieurs pièces. Est-ce que concernant aujourd'hui, avec les nouvelles émergences de technologies, on peut directement réparer les pièces, de pièces volumiques, tout ce qui est dans le domaine aéronautique ou aérospatial? Et est-ce que lors de cette réparation, est-ce que nous aurons aussi la même exposition à ces risques-là? Et aussi, est-ce que ça a aussi les mêmes propriétés que lors de la fabrication dans l'usinage ou dans les méthodes traditionnelles? Alors sur le sujet, en fait, on a démarré une thèse en septembre avec Grenoble INP sur le sujet de la réparation. On appelle ça la refabrication additive. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir réparer en utilisant la fabrication additive, mais pas que. Donc souvent, quand on a une casse, on nettoie déjà, entre guillemets, donc on va enlever un morceau.
donc de l'usinage ou de l'érosion, et ensuite on va réimprimer par-dessus. Donc on peut réimprimer en direct, on peut imprimer un morceau qu'on va venir ressouder. Dans tous les cas, on sera exposé au même risque entre guillemets que toutes les technologies. Donc on fera de la fabrication additive, etc. Et c'est pas parce qu'on part d'une pièce existante que les risques sont différents. Donc à ce niveau-là, ce sera la même chose. Et d'un point de vue résistance, bien évidemment, l'objectif, si on répare, c'est que ce soit plus résistant. Et j'ajouterais qu'on veut aussi comprendre pourquoi ça a cassé. Est-ce que c'était une cause qui était prévue parce que la pièce avait 50 ans et donc bon, bah, elle avait fait son temps, entre guillemets, ou alors il y a eu une défaillance précoce, ce qu'on appelle précoce chez nous, et du coup, bah, il faut comprendre pourquoi ça a cassé et réparer en conséquence, en intégrant évidemment soit une mise à jour de la conception, soit du matériau, soit de quelque chose, pour que ça ne puisse pas recasser de la même façon. Peut-être un complément de réponse. Depuis des années, il y a des techniques dites de rechargement qui sont utilisées, qui sont exactement ce que décrit Julien. Et aujourd'hui, avec les techniques que développe IREPA Laser et BIM, maintenant qu'on retrouve dans les machines BIM, entre autres, on peut effectivement, comme le dit Julien, on fait une reprise, on localise la zone. On peut même faire un scanning laser avant pour savoir exactement de quelle matière on a besoin. Ensuite, on dégage la zone, on recharge, et puis on peut faire une finition dessus et remettre en emploi. Donc, je sais que Didier Boisselier, qui est avec nous aujourd'hui, va avoir pas mal d'exemples de ce type d'application. Voilà, donc vous pouvez l'interpeller aussi. Ce sera courant de l'après-midi. Merci, messieurs, pour vos très belles contributions. C'est ainsi qu'on va achever la première grande séquence thématique. Oui, vous...